Bienvenue à bord du cockpit d'un Dash 8. Donc, on reconnaît définitivement en premier lieu les signatures de Dash 8, donc ce qui nous saute aux yeux. C'est un volant qui est massif. Un volant qu'on sent que c'est un avion qui a du contrôle dans le vent. On regarde également la manette des gaz. C'est encore là une signature de Havilland, des manettes des gaz qui ont une signature qui nous donne le sentiment d'être en contrôle de l'avion. Ce qu'on remarque également beaucoup dans le poste de pilotage, c'est malgré la grosseur de l'avion, qui est quand même pas si grosse que ça versus beaucoup d'autres avions catégorie transport, ce qu'on va remarquer, c'est l'espace dans le poste de pilotage. Donc, c'est un aéronef qui a beaucoup d'espace, tant pour le commandant que copilote. Donc, personne ne s'accroche ici. Une fois rentré dans le poste de pilotage, on a beaucoup d'espace. Le panneau va être divisé surtout en 3 parties. On va parler de la partie supérieure, on va parler des instruments principaux et on va regarder également ce qu'on va appeler le pédestal aussi beaucoup. Donc, ce qu'on va retrouver au plafond principalement, ça va être l'opération des systèmes, que ce soit électrique ou hydraulique ou même de pressurisation. C'est là qu'on va contrôler l'avion. Dans les années que cet avion-là a été créé, l'automatisation venait de débuter. Donc, il y avait quand même beaucoup de manipulation au niveau manuel des systèmes. Donc, c'est un avion qu'on a vraiment une interaction extrêmement manuelle des systèmes. On parle des premières générations automatiques. Donc, il y a beaucoup de commutateurs qu'il faut ouvrir ou fermer, que ce soit avant le décollage ou après l'atterrissage. Donc, c'est quand même un avion qui a quand même beaucoup de manipulations à faire. Mais une fois qu'on est quand même assez familier avec les systèmes, on va souvent manipuler les mêmes, une dizaine de switches environ, je vous dirais, durant une journée régulière au niveau du plafond. La majorité des autres commutateurs vont être reliés souvent avec des systèmes, dans le fond, qui vont s'activer en début de journée, ils vont se fermer en fin de journée ou reliés à des systèmes d'urgence. On va avoir également ici aussi naturellement ce qui va s'appeler le panneau d'indication des anomalies. Donc, à chaque fois qu'il va y avoir un système qui va être mis hors fonction, qui va avoir une défaillance, ceci va allumer une lumière dans le poste de pilotage qui va indiquer au pilote la nature de la panne ou la nature du système qui ne fonctionne pas. Duquel les pilotes vont pouvoir appliquer la procédure du fabricant en sortant une liste de vérification, vont appliquer les procédures, puis vont gérer la situation. Donc, ça, c'est les panneaux ici. Ensuite, on va avoir ici, au centre, entre les deux pilotes, il va y avoir la gestion d'automatisation pour le pilotage des pilotes. Donc, c'est ici que les pilotes vont contrôler les systèmes hydrauliques. Également, bon, naturellement, on a deux horloges de chaque côté qui est un peu... encore un règlement des petits avions. Il faut des horloges entre les avions. De Havilland, que ce soit des avions catégorie transport, n'y échappe pas. Ensuite, on va avoir, si on va descendre plus bas, ici, on va avoir les instruments de vol qui sont symétriques entre le pilote et le premier officier. Donc, encore là, c'est des instruments extrêmement classiques qu'on va retrouver la configuration standard, que ce soit partout dans l'aviation, partout dans le monde. Parler d'un indicateur de vitesse, un indicateur de situation des positions d'horizon, un altimètre. On va également avoir un relevé de position en fonction des directions de l'avion. On va avoir également notre compas qui va nous dire la direction duquel on doit suivre et également les directions que nous ordonnons à l'aéronef de suivre. On va avoir ici présentement désactivé, étant donné qu'il n'y a pas d'électricité sur l'avion. On aurait également l'indicateur de variation, en fait le variomètre en fait, qui est relié également avec un système d'alerte anti-collision sur ces systèmes-là. Donc, lorsqu'on se rapproche vers le centre, et là également ici, bien, on a deux moteurs. Donc, on sépare ici la colonne en deux. Donc, tout ce qui est ici à droite, sensiblement, va être relié au moteur de droite. Et ce qui va être ici à gauche va être relié au moteur de gauche. Donc, on a beaucoup de paramètres. Tantôt, on parlait justement que ce soit la vitesse des hélices, que ce soit la force qui est mise à la transmission, dans le fond, qui va contrôler la puissance qui est envoyée à l'hélice. Ou ici, ça va être la température dans la turbine. Donc, tout l'endroit où il reçoit l'énergie. Dans le fond, on pourra avoir la température ici. On va avoir l'indice qui va nous indiquer le pourcentage de compression de la turbine, donc les efforts, la phase avant la combustion. On va avoir les consommations de carburant. Naturellement, comme sur n'importe quel avion ou que même n'importe quelle voiture, on a un indicateur de pression puis de température d'huile parce qu'il n'y a pas de meilleure façon de savoir comment un moteur va en tenant compte de sa pression et sa température. On a le classique, la poignée des roues, qui va nous indiquer la position du train d'atterrissage, que ce soit descendu ou relevé en vol. Si jamais il y a des anomalies relatives à la position du train d'atterrissage, les lumières vont s'afficher en fonction. Également ici, on a ici, bon, classique, on a deux ailes, deux moteurs, on a deux réservoirs d'essence.
Donc, on a une jauge à quantité qui va nous indiquer la quantité d'un moteur de gauche et la quantité de moteur de droite. On va avoir également des pompes à essence, en fait des pompes auxiliaires. On va avoir également ici des systèmes de protection en cas de panne au décollage. La beauté de ces avions-là, de cette catégorie-là, c'est en cas de panne moteur au décollage ou défaillance du moteur. Il y a des mécanismes qui vont aller prendre l'hélice et ils vont la pousser en ce qu'on appelle en position de drapeau. Donc, c'est une position que l'hélice, lorsqu'elle développera plus de puissance, elle va se mettre parallèle au vent relatif et ne créera plus de traînée pour ralentir l'avion. Ce qui va pouvoir permettre à l'avion de monter facilement sur un moteur. Donc, ça, c'est tous les systèmes qui vont contrôler ça. C'est des systèmes qui fonctionnent automatiques durant les phases de décollage. On va avoir également des contrôles ici hydrauliques pour tous les systèmes hydrauliques sur l'avion. Également, si on se rapproche ici au centre, ben, ce qu'on va voir ici, on va voir un écran au centre qui va nous indiquer l'information qui est relevée par le radar météo. On va avoir 2 ordinateurs de navigation. En fait, ça semble beaucoup compliqué, beaucoup Python, mais c'est, pour être très, très, très simple, c'est un GPS avec beaucoup d'autres fonctions de navigation, de consommation d'essence, d'analyser toutes les informations relatives à la route. Donc, c'est des instruments qui sont extrêmement précis. Qui sont de dernier cri de la technologie. Donc, les pilotes reçoivent quand même beaucoup d'entraînement à utiliser ces ordinateurs-là parce que c'est ce qui va gérer les profils de descente, les approches aux instruments, la navigation en route. Puis également, si on descend ici, on va avoir la poignée qui va contrôler le frein à main, donc un bon vieux frein à main comme sur une voiture. On va contrôler la puissance qu'on veut donner au moteur, donc en avant, plus de gaz, moins de gaz. On va également contrôler la vitesse des hélices ici avec cette manette-là. Ici, la position des volets. Donc, on peut déplacer les volets, que ce soit sur ce modèle-là, ici, de 5 à 15 à 35 degrés. Donc, c'est une poignée qu'on descend. Là, ensuite, la position des volets va nous indiquer ici par l'indicateur. On descend plus bas, c'est assez, encore là, beaucoup de Python pour quelque chose quand même assez simple. Donc, ce qu'on va retrouver ici, on va retrouver des radios de communication, puis également des radios pour la radionavigation. On va retrouver un transpondeur. Donc, ça, c'est l'instrument qui va pouvoir nous permettre d'envoyer notre position au contrôleur. Donc, avec l'information qu'on va entrer ici, le contrôleur va pouvoir nous reconnaître sur ses écrans radars et ainsi nous guider en route. Également, c'est ce qui va contrôler les systèmes d'alerte à la collision pour empêcher que 2 aéronefs puissent avoir une collision en vol. C'est ce qui va contrôler les alertes et ou les manœuvres à faire dans le cas de collision évidente. On a également une radio satellite ici. Donc, c'est ici qu'on va communiquer avec la répartition, avec la compagnie. Donc, quand on est en vol, la répartition, qui est une autre équipe chez nous qui travaille de pair en pair avec les pilotes qui font la préparation de vol, le suivi de vol. Les répartiteurs vont nous contacter fréquemment durant la journée pour nous donner l'information sur ce soit sur la météo à destination, que ça va être les conditions de piste, surtout particulièrement l'hiver, les conditions de piste vont changer beaucoup. Donc, ils vont nous informer à chaque vol, en vol, des dernières informations qu'ils ont ou tout autre message qui va être de nature opérationnelle. Ils vont nous tenir au courant en nous disant, par exemple, lorsque vous arrivez à destination, aviser le comptoir de tel élément ou ce genre de choses-là. Donc, c'est ce qui nous permet d'être en communication directe. Et naturellement aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut composer le numéro de téléphone et on peut parler au satellite de vive voix en utilisant les systèmes de communication d'aéronefs. Donc, on peut être à l'autre bout du monde puis parler au téléphone à la répartition comme si il était à la position du copilote. Puis également ici, c'est ce qui va contrôler les radiocommunications, les volumes, tout ça. Donc, beaucoup de Python, semble très compliqué. Mais en fait, c'est juste en fait, une contrôle de son, comme un preneur de son dans un studio, en fait. On contrôle les volumes et qu'est-ce qu'on va entendre. C'est bon, parfait. As-tu parlé d'au-dessus? Non, pas encore. Ouais, je peux en parler. Ouais, je peux en parler. On finit avec au-dessus. Ouais, pas de problème. Donc, au-dessus, ici, le panneau va être divisé principalement en 4 sections. Du côté gauche, en fait, premièrement, on va avoir le système électrique du courant DC. Donc, ça, c'est le courant qui va nous donner du courant pour tous les petits instruments, les choses qui ne prennent pas trop de courant. Les choses qui vont prendre du gros courant, que ce soit les pompes hydrauliques, les systèmes de dégivrant sur l'avion qui vont chauffer les hélices, ça va être contrôlé par les alternateurs AC. On va avoir également ici tous les panneaux de contrôle de ce qui est surface dégivrantes sur l'avion, donc ça soit comme les sondes pitot qu'on va chauffer, ça va être les hélices qu'on va chauffer, contrôler le devant des ailes, le bord d'attaque qui va se gonfler pour fracturer la glace. C'est tout ici qu'on va contrôler ça ici. On va monter en haut ici, on voit 2 poignées rouges. N'importe qui va voir ça doit comprendre que si on les tire, ça coupe quelque chose. C'est exactement ce que ça fait.
Donc, en tirant ça ici, qu'est-ce que ça va faire? Ça va couper l'arrivée hydraulique. En fait, ça va couper de chaque moteur relatif, le côté gauche, le côté droit. On va couper, dans le fond, l'arrivée hydraulique, l'arrivée d'essence. Et également, on va armer les systèmes de protection anti-incendie de chaque moteur. On peut décider d'envoyer un agent qui va éteindre, dans le fond, un feu via un système d'incendie à bord. Donc, on peut contrôler ça ici avec ces poignées-là ici. On a encore la switch classique qu'on va retrouver sur n'importe quel avion, même les Cessna ou les Piper, le ILT. On va avoir également ici des indicateurs pour la pression cabine. On va aller ici, on descend ici complètement. Ici, on va avoir toutes sortes de lumières qu'on peut allumer sur l'avion, que ce soit des lumières pour circuler au sol, d'atterrissage, pour inspecter les ailes, les petites lumières rouges qui flashent sur la queue en arrière, ou les lumières, les feux stroboscopiques, les lumières en bout d'aile. On va remonter ici, on va avoir vraiment le contrôle, la pressurisation. Donc, on peut décider comment on pressurise la cabine. Donc, c'est relié avec les indicateurs. Ici, c'est ce qu'il va y avoir. Moi, ce que je trouve ça très intéressant, en fait, d'une turbine, c'est que ça fonctionne exactement comme un barbecue. Donc, c'est que quand on veut starter ça, dans le fond, on fait rien que simplement démarrer une sorte de moulinet qui commence à faire tourner un peu la turbine pour compresser un peu. Puis, lorsqu'on fait ça, on entend toujours le petit bruit, ce qu'on va appeler les igniters, qui vont faire clic, 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 comme un barbecue. Puis, quand on décide de rentrer l'essence, on entend le clic, 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 boum. Et là, on sait que la turbine embarque. Fait que ça, en fait, c'est exactement comme un barbecue. D'ailleurs, à chaque fois que je fais un souper sur barbecue, j'ai tout le temps un peu ce sentiment-là nostalgique que je me sens dans un avion. Ce qui est très propre à moi, probablement. Donc, ici, on va redescendre ici plus bas. C'est ce qui va contrôler, en fait, la température qu'on va contrôler dans la cabine. Ici, puis ici également, on va contrôler tout ce qui est comme les signaux, en fait, envoyés aux passagers. Donc, pour attacher les ceintures, le no smoking, qui est toujours dans les avions aujourd'hui, malgré qu'on ne fume plus depuis très, 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 très longtemps. Puis également contrôler certaines lumières. Et naturellement, ce qui va contrôler le système d'évacuation sur l'aéronef, on peut décider d'allumer les lumières d'urgence qui va allumer une série de lumières dans la cabine, mais aussi également à l'extérieur pour pouvoir permettre aux passagers de pouvoir sortir en étant bien éclairés.